Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Alors on va faire un petit update comme d'habitude au niveau des marchés US. Donc je vais commencer par le S&P 500, donc futur US. Alors actuellement on se trouve donc toujours dans cette zone ici de volatilité. C'est pas vraiment passé grand-chose depuis la semaine dernière. Ça fait suite bien évidemment à tout ce qui se passe comme les tensions, les risques géopolitiques avec les tensions entre l'Ukraine et la Russie. Nous avons aussi les tensions par rapport à l'inflation, les tensions par rapport aux hausses de taux. Donc là, on joue un petit peu avec la volatilité en ce moment. Donc on est dans une zone vraiment encore d'incertitude. Alors, bien évidemment, pour ceux qui préfèrent vraiment tout ce qui est vraiment de confirmation, il faudrait sortir de cette zone-là. Mais sinon, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, alors c'est juste pour l'instant, bien évidemment, à part si on a un gros catalyseur qui arrive prochainement, mais pour l'instant, vraiment, on reste sur ce support ici, ce grand support ici. On le maintient, on est allé tester une, deux, trois. Là, on va potentiellement aller le tester une quatrième fois, mais pour l'instant, ce support-là tient et ça, c'est plutôt bien malgré toutes les incertitudes. Donc là, si effectivement on arrive, on va casser ce support-là, bien évidemment, on ira au prochain niveau, mais pour l'instant, on est en train de maintenir vraiment ce gros support-là. On est allé le retester. De toute manière, on est toujours dans la zone vraiment parce qu'il y a tellement de choses dans les médias qui se passent. Donc, je suppose qu'il y a beaucoup de réactions aussi de la part des investisseurs qui est un petit peu irrationnelle. Hein. C'est un petit peu normal. Quand il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, eh bien, on a des réactions par rapport à nos positions et nos placements. Mais d'un point de vue technique, pour l'instant, on maintient toujours ce support-là. Alors maintenant, on va voir justement, ça c'est un graphique qui était très intéressant par rapport justement aux guerres précédentes. On peut voir quand par exemple il y a eu l'inflation, pardon, pas l'inflation, mais quand il y a eu l'invasion, hein, ça se ressemble. Hein. Bref, on voit que effectivement il y a écrit Buy the Invasion. Alors ça, que ça soit pour la guerre du Vietnam, la guerre du Golfe, la guerre d'Afghanistan, c'est pareil, l'Irak aussi, vous voyez. Et là, le Buy the Invasion pour la crise de Crimée. Donc là, on peut voir que généralement, c'est là où on fait Buy the Invasion. Donc voilà, ça nous donne, comment dire, un exemple de ce qui s'est passé dans le passé. Donc bon, ok, ce n'est pas toujours représentatif du futur, mais il y a souvent des patterns qui se renouvellent. Et là, on peut constater que les patterns étaient de acheter l'invasion. Donc ça, c'était une petite parenthèse au niveau justement de tout ce qui se passe par rapport à la Russie et l'Ukraine. Alors, l'autre chose qu'on pourrait regarder aussi au niveau de la saisonnalité pour tout ce qui est mid-term election years, oui, parce que là, on est au milieu du terme au niveau des US pour les élections. Donc là, on peut voir on voit en bleu la variation justement de ces années-là, qui sont des années un peu plus, comme on peut constater, difficiles. On peut voir quand même qu'il y a une, comment dire, latéralisation assez importante. Donc là, on peut constater, on est vers ici. Donc là, on peut voir que il y a encore quand même pas mal de variations volatiles ici par rapport à ici où c'est un peu plus haussier et stable. Donc là, on peut voir justement, comme on peut constater ici, vous avez en bleu les périodes de volatilité qui sont quand même assez importantes, hein, donc au milieu du terme des élections au niveau des US. Donc c'est une année qui va être un peu plus difficile probablement que 2021. Hein. 2021, c'était assez simple puisque ça faisait que monter. Donc, ça va être une année avec beaucoup, probablement, d'incertitudes qui va toujours arriver. Donc, voilà. Donc, ça, c'était une petite parenthèse, justement, au niveau des saisonnalités. Donc maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est ce graphique. J'en avais parlé au début de l'année, justement. Bon, c'était sous forme d'un autrement au niveau du graphique. Mais on peut voir la grande cyclicité du prix, justement, par rapport à la variation au niveau des performances sur 10 ans. Donc ça, c'est au niveau du S&P 500. On peut voir que, vous voyez ici actuellement, donc là, c'était en 2020, 2022, on est quand même assez élevé. Donc, probablement, les performances pour les 10 prochaines années ne seront pas les mêmes performances que les dernières 10 années, pour la simple et bonne raison qu'en 2010, nous avons commencé, après vraiment, vous voyez, comment dire, après vraiment un moment plus difficile au niveau des marchés. Justement, on peut le voir, on va y aller au niveau du graphique, ça sera beaucoup plus simple. Vous pouvez le constater tout simplement ici. Vous avez investi en 2000, en 2017, vous étiez toujours à break-even et en 2012, vous étiez toujours à break-even. Donc, c'est pour ça
que justement ça représentait un petit peu dans ce graphique-là. On pouvait voir que la variation justement des performances à ce moment-là était très très basse. Hein. On peut voir que au niveau de la cyclicité, on était vraiment en bas. Et donc, c'était vraiment la décennie assez bien placée pour justement être sur tout ce qui est le marché US Equity. Donc là, les 10 prochaines années, les performances vont être potentiellement plus difficiles étant donné que nous sommes en haut. Donc on voit que la variation des 10 dernières années est quand même maintenant assez élevée. Donc il faut aller regarder qu'est-ce qui a sous-performé justement les 10 dernières années par rapport justement au marché equity. Donc nous avons par exemple le gold. Hein. Donc par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais le rajouter ici. Hop, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc là, on peut constater, vous voyez très bien, que le gold, lui, a performé donc jusqu'en 2011. Hein. Donc on va mettre ça ici, la ligne verticale. Donc jusqu'ici, on va le mettre jusqu'ici. Voilà. Et que justement, vous voyez quand c'était le dernier break-even, qui était en 2011. Donc celui qui avait investi en 2000 est sorti break-even en 2012. Hein, il était toujours à break-even. Et pendant ce temps-là, hein, comme j'expliquais ici, donc on avait une variation sur les 10 années qui se produisaient, qui était pas terrible au niveau des performances, mais c'était le gold qui avait justement superformé le marché. Donc là, on est arrivé à faire l'inverse. Hein. Donc là, vous voyez, si je reviens donc par rapport à mon graphique, je vais mettre la ligne vers ici, voilà, la ligne verticale, qui était les tops au niveau du gold. Alors, ce qui serait bien, c'est que j'ai le graphique entier. Voilà, faire ça comme ça. Là, on peut constater que c'était donc le S&P 500 qui avait sous-performé et le gold qui avait, vous voyez, sous-performé. Donc, c'est pour ça que vous avez beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disent que le gold est mort. Mais en fait, le gold, il n'est pas mort. Le gold, il suit tout simplement une cyclicité qui est quand même très longue. Donc, il peut effectivement ne rien faire pendant 10 ans et il peut performer pendant 10 ans. C'est une cyclicité qui est justement assez longue. D'ailleurs, on peut le voir aussi dans le passé. Donc là, je fais juste une petite parenthèse. Donc maintenant, je vais mettre... Est-ce qu'on aura plus de... Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est pareil. On peut voir qu'entre entre 70 et... par exemple, je vais augmenter le graphique. Et 80, on avait une super-performance, donc comme vous pouvez constater en orange, du gold. Cependant, on peut voir que le S&P 500, donc si j'enlève le gold, si on rajoute le S&P 500, et qu'on regarde à cette époque-là, qui était justement cette époque, vous voyez qu'il n'a rien fait aussi. C'est comme l'époque entre 2000 et 2011. On voit que celui qui avait acheté justement, vous voyez ici, en 69, il était encore à break-even en 72 et encore à break-even en 79. Et justement, ça fait un petit peu, ça reflète un petit peu ce qui s'est passé ici. Vous voyez, juste avant 70, on avait ici, le marché avait fait donc 17 fois, hein, donc pas 17 fois, pardon, je crois que c'était 170%, pardon. Et on voit qu'après, en fait, dans la cyclicité du prix, ça descendait et que les performances étaient plutôt... des fois, c'est vraiment dans un gros range pendant 10 ans, hein, comme on a pu le voir, une latéralisation assez importante. Et donc, dans ces moments-là, c'est le gold qui a sous-performé, puisqu'il a sous-performé pendant une grande période de temps. Donc ça, en fait, c'est juste une petite parenthèse pour dire que le gold n'est pas forcément mort, comme tous les réseaux sociaux le disent, mais c'est juste que le gold réagit comme du gold, c'est-à-dire qu'il a une cyclicité de prix très longue qui justement a un certain impact. Donc là aussi, ce qui était intéressant justement, c'est quand on regarde le ratio des deux ETF, du S&P 500 et du gold. Alors on va regarder ça tout de suite. Hop. Alors c'était dans l'autre sens que je le voulais. Hop. Justement pour voir lequel superforme par rapport à l'autre. Donc voilà. Donc là, vous pouvez constater qu'on est sur une zone de support. Donc ici, hein, vous voyez, la dernière fois, c'était en 2005. Et là, on peut voir que nous sommes voilà, en 2022 et que là, il y a eu le gros cycle ici du gold. Le gold a superformé le S&P 500, comme je disais, jusqu'en 2011 et ensuite, on est redescendu jusqu'en 2022. Et là, on se retrouve vraiment dans l'autre sens. Donc là, si on rajoute par exemple le S&P 500, le SPY unique,
Voilà. Donc là, on peut voir qu'il y a un gros écart entre les deux, comme il y avait un gros écart ici entre les deux, entre le gold et le S&P 500. Le gold étant supérieur au S&P 500. Là, nous nous trouvons dans l'effet inverse où le S&P 500 est supérieur au gold. Donc voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Ensuite, je voulais aussi regarder autre graphique, enfin c'est pas un graphique, mais autre étude que je voulais vous montrer, c'est au niveau justement euh, de ce tableau qui donne en fait les variations entre où sont positionnés en fait les investisseurs. Donc c'est un sondage qui est fait par justement les gestionnaires de fonds pour savoir où sont comment dire, les investisseurs. Donc là, on peut constater, bien évidemment, par rapport à la hausse quand même assez brutale des taux, on peut voir que les banques, bien évidemment, sont surpondérées. On voit que le cash aussi, et ça c'est là où je trouve ça très intéressant, c'est qu'il y a quand même une proportion de cash assez importante puisque c'est le numéro 2. Ensuite, on voit que les commodités aussi, on voit le secteur énergie, en fait tous les secteurs cycliques qui sont justement ici par rapport à l'inflation, la hausse des taux, qui sont des conditions par rapport à ça. Et on voit ce qui est underweight, donc tout ce qui est sous-pondéré, on voit au niveau du secteur donc technologie, on voit une grosse correction surtout sur des titres de haute croissance du type Shopify, PayPal, l'ETF de ARK, Invest, ça c'est vraiment des titres qui ont été quand même pas mal comment dire, affectés par tout ça. Ensuite, on a le US Equity aussi qui est quand même très sous-pondéré et les obligations, c'est archi sous-pondéré, à pratiquement moins 70%. Donc la surpondération aussi est due par rapport à la forte variation, hein, on va pas se... Voilà, c'est au niveau des actifs et on peut voir aussi donc que la sous-pondération dans les bonds, dans les obligations est liée par rapport à la hausse assez agressive au niveau des taux. Donc voilà, à un moment donné, il va falloir équilibrer tout ça. Et donc, éventuellement, donc, tout cet argent du cash qui n'est pas actuellement investi va devoir être investi. Et on va rééquilibrer. Donc, potentiellement, il y a beaucoup de titres qui sont là actuellement à des valeurs qui sont plus intéressantes. Et donc, au niveau des bonds aussi, on peut peut-être avoir aussi un retour au niveau des variations des obligations. On va regarder au niveau de l'ETF TLT. Alors, oula, qu'est-ce que c'est ça? Hop, je vais enlever ça. Ici. Voilà, donc là, TLT, justement, on est sur un niveau support assez important ici, comme on peut constater. Et donc, mais on a aussi un head and shoulders, là, comme on peut dire, une épaule et tête-épaule, hein, un petit peu, on va dire ça comme ça. Mais pour l'instant, on a ce support-là, donc là, on a la sous-pondération de 70% et aussi au niveau d'ici, nous sommes sur un niveau support. Donc, ça peut être aussi intéressant au niveau des bonds de rentrer dans les bonds, mais pas à long terme non plus, puisque les projections au niveau des taux jusqu'en 2023 est de 2,3%. Mais on peut avoir, un mine, ici, on va les regarder comme ça. On peut avoir, vous voyez, comme ici, là, constaté, comme nous nous sommes vraiment déplacés, on a un écart assez important entre ici la trendline et le prix. On peut avoir effectivement soit une latéralisation pendant un certain temps ou justement un retracement ici. Ce qui engendrerait donc une hausse au niveau des obligations et potentiellement ça pourrait aussi, réduire cette sous-pondération-là si les obligations montaient un petit peu. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse, mais justement aussi au niveau des techs, hein, on va regarder rapidement. Si je fais le ratio, justement on va faire le ratio aussi avec les obligations. Justement, ce que je voulais montrer un petit truc, c'est que là, on peut voir au niveau du mensuel que nous sommes en haut du canal ici. Voilà. Donc, le risque, en fait, généralement, c'est là où les obligations superforment un peu le S&P 500 comme on peut le constater dans le passé. Donc ça se traduirait probablement soit par la latéralisation des taux ou par un retracement au niveau des obligations, un retracement haussier. Sinon, au niveau du secteur tech aussi, on est sur un gros support, on est sur des supports partout hein, d'ailleurs. Hop, on va le montrer ici. Donc au niveau des obligations, pas des obligations, du ratio, pardon, on va faire ça comme ça, SPY. Voilà. Et oui, je vais y arriver. Ici.
Voilà, donc là on est dans une grande latéralisation qui est très similaire au Bitcoin d'ailleurs parce que le Bitcoin est plus, suit plus les mouvements dernièrement de tout ce qui est risk-on asset, hein, donc tous les actifs de risk-on et justement du Nasdaq. Donc là on peut constater, vous voyez ici qu'on est dans cette grande zone de latéralisation, je vais y arriver, et donc on a ce gros support aussi. Donc on est sur des gros niveaux support un petit peu partout. Et tant que ces supports-là maintiennent, malgré toutes les tensions qu'il y a actuellement, tout ce qui se passe aussi au niveau des médias, c'est bien, c'est plutôt bien. Au niveau du Bitcoin, justement au niveau du Bitcoin, hein, vous pouvez voir que on est toujours dans cette zone, grande zone ici de latéralisation. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de... pas forcément de signe. Le fait que ça fasse une grande latéralisation comme ça, vous voyez, on se rapproche de plus en plus de la trendline qui se trouve ici. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas forcément non plus de gros signes qu'on va tomber jusqu'ici pour l'instant. Bien évidemment, à part si on a un gros catalyseur qui arrive et puis qui arrache tout. Mais pour l'instant, vraiment, on est encore vraiment dans cette grosse zone ici. Et il n'y a pas forcément de gros signes à ce qu'on aille casser ce gros support pour l'instant. Donc là, c'est vrai que bon, ceux qui font du day trading, là, il y a beaucoup de volatilité. Hein. Un coup, c'est rouge, un coup, c'est vert, un coup, c'est rouge, un coup, c'est vert, un coup, on rentre, un coup, on sort. Voilà. Moi, personnellement, je ne m'amuse pas à faire ça. Moi, j'ai racheté du Bitcoin, hein, comme je disais, sur le support ici. Mais pour l'instant, je maintiens. On n'a pas forcément de gros signes. Hein. On est juste en train de consolider parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes et que le marché a besoin d'assimiler tout ça. Et que quand ça sera fini ou que les tensions vont être apaisées, eh bien, on va pouvoir passer à autre chose. Mais sinon, ce qui est au niveau du Bitcoin, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des informations, on est plutôt encore, vous voyez, au niveau des informations on-chain, hein, comme je disais, on a quand même les baleines qui cumulent pas mal pendant cette période-là. Et justement, on peut le voir sur le Rainbow Price Chart. On est, vous voyez, dans la phase vert clair, qui est still cheap. Et ensuite, on rentre dans la phase accumulate. Donc là, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur un prix qui est cheap. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui rachètent le Bitcoin. Vraiment chercher le bottom exact, bon courage. Je vous le souhaite à tous. Hein. Mais voilà. Je laisse ça aux day traders et d'ailleurs actuellement c'est les gens qui tradent à court terme qui se font sortir un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Mais tout ce qui est holder reste en position et sont un peu plus stables. Et d'ailleurs il y a beaucoup de coins qui sont en exchange, c'est-à-dire en dehors des exchanges, parce que justement ils gardent ça qui sont holders pour du long terme, donc ça fait moins de coins bien évidemment sur les exchanges aussi. Donc voilà, donc ça c'était une petite parenthèse, mais je trouvais ça ce Rainbow assez intéressant justement, puisque ça vous permet aussi de voir quand le Bitcoin devient vraiment dans sa bulle ou que ça commence un petit peu à être dans les environnements un peu plus brutaux. Et justement, on peut voir par exemple dans le passé, alors soit on se situe ici, hein, ou soit on se situe ici. Donc voilà, ou là. Donc là, pour l'instant, on est dans la phase de latéralisation. Mais le on-chain, il y a beaucoup de choses qui sont sur le on-chain qui sont plus bullish à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah oui, peut-être dernière chose que j'ai peut-être oublié. Ce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est ok, là on a cassé quand même la trendline ici. Donc là, pour l'instant, on n'a pas forcément réintégré en dessous de cette trendline-là. Comme je disais, on est toujours pour l'instant en train de retester le bas de cette trendline qui se trouve ici. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas forcément, il ne faut pas dire, on n'a pas encore vraiment d'argument, on n'a pas cassé ce gros support pour dire que nous rentrons dans un gros bear market. Pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité et ce n'est pas forcément ce que nous dit tout ce qui est les informations on-chain actuellement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée, ça dépend où c'est que vous êtes. Et donc, on se retrouve la prochaine fois.